Bonjour et bienvenue pour cette visite guidée de Prompt Builder. Rapidement, je vais me présenter. Je suis Mathieu Rousseau, je suis le CPO de Think2, qui est un intégrateur spécialisé sur Agentforce et Data Cloud, partenaire officiel de Salesforce. Donc voilà ce qu'on va voir lors de cette présentation. Donc les différents paramètres qui sont autour du prompt, le prompt type avec une définition qui n'est pas forcément limpide. Euh, je vous expliquerai pourquoi. Les inputs, donc c'est les variables d'entrée du prompt que l'on peut choisir. Ça peut être un objet, une DMO ou un texte libre. Le modèle du LLM à utiliser. Ça peut être le modèle standard ou des modèles qu'on amène soi-même, ces modèles custom, ou qu'on modifie, des modèles standards que l'on modifie dans Einstein Studio. Les ressources, c'est les données que l'on va ajouter au prompt dynamiquement pour personnaliser sa réponse. Et enfin, les paramètres de sortie. Bien sûr, le prompt en lui-même avec des tips sur les techniques et sur les best practices pour faire un prompt. Et avant toute chose, je voulais parler des cas d'usage. Donc le premier, c'est la génération de texte, c'est ce qu'on a à peu près tous utilisé. Donc dans l'exemple, c'est un email. Donc je l'ai préparé ici. Donc on le voit, on a un prompt où on va récupérer les informations dynamiquement dans le CRM, donc les informations du contact, et on va lui demander de générer notre email. Donc on clique dessus et on va attendre. Et voilà, il a généré un email qu'on va pouvoir directement envoyer au client et il est plus, euh, plus dynamique que si c'était un template de base. Le deuxième cas, c'est l'analyse à catégorisation. Donc, les LLM ont une capacité de raisonnement, ce qui veut dire qu'on peut leur demander de scorer, catégoriser, identifier l'intention ou le sentiment de la personne quand elle parle. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, pour aller comprendre dans un transcript d'appel quel était le sentiment de la personne pendant cet appel. Aussi de l'analyse, par exemple, sur du coaching. Salesforce a sorti son agent de coaching, et ben, il fait cette chose-là. Il va analyser ce qu'a dit le commercial et en fonction de ça, lui donner des axes d'amélioration ou les points forts de son speech. Donc, de la même manière, on va le faire ici. Donc là, dans l'exemple, c'est une analyse d'un transporteur. On lui donne plein de métriques en entrée et il va nous faire une synthèse euh, générée. Donc là, par exemple, je vous ai fait, on en a parlé, on le verra. Il y a les formats de sortie. Donc la première fois, c'était du texte. Cette fois-ci, je lui demandais de l'HTML. Donc c'est un des champs qui est disponible ici, en plus des langues. Donc on a les trois qui sont ici. Hop. Troisième cas d'usage qui est un peu moins utilisé mais qui est ultra pertinent pour des prompts, c'est l'inverse. En fait, c'est le chemin inverse, c'est de se partir euh, d'un texte, donc de données non structurées, et d'y extraire des informations. Donc ça peut être ultra intéressant, par exemple sur des transcripts d'appels aussi ou des emails, de pouvoir récupérer le numéro de téléphone de la personne, son rôle, son email, nom, prénom, très rapidement, et derrière pouvoir les enregistrer directement dans l'objet contact ou compte et générer nos process à partir de là. Donc si je vous montre ce que ça donne, donc c'est pareil, il y a un prompt d'extraction d'informations, il y a le JSON de sortie et en entrée il y a un email. Voilà. Et donc il nous a extrait des informations. Alors là, il n'a pas réussi à sortir le téléphone, mais je crois qu'il n'était pas dans l'email, donc c'est normal. Il a essayé de sortir le maximum d'informations qu'il a trouvé avec le sujet, la solution et les informations de la personne. Et le format de sortie, on l'a choisi en JSON cette fois. Dans les settings, je peux le montrer ici, et donc on a un JSON précis en sortie. Hop. Les prompt template type. Donc voilà la liste, elle est assez complète, elle est assez longue. C'est un peu un fourre-tout de beaucoup de choses.
où on a des prompts templates qui sont génériques, d'autres qui sont spécialisés mais accessibles, sur lesquels on peut créer des prompts, d'autres sur lesquels on ne peut pas créer de nouveaux prompts, mais on peut prendre les prompts standards qui sont fournis et les modifier. Il y en a certains, j'avoue, je ne sais pas encore où ils sont. À mon avis, ils sont cachés dans des produits parce que les derniers, il y a aussi des prompt systems qui sont utilisés dans des produits Salesforce et auxquels on n'a pas accès. Si je résume, les 4 qui sont importants quand on veut créer des prompt builders, à part cas spécialisés, c'est ces 4-là, c'est les 4 génériques. Donc le 16 email. Le 6 email, en fait, le résultat va pouvoir être appelé dans le composant d'écriture d'email. Donc à la place des templates statiques, on va pouvoir appeler ce prompt pour générer le template d'email. Donc c'est pour ça qu'il est spécialisé et que c'est un prompt template type différent. Le prompt de génération de champs, c'est le même principe que pour l'email. C'est un prompt qui n'est accessible qu'à partir des dynamic forms. Donc c'est lié qu'à un seul objet, donc on n'a qu'un seul input. Et quand on a un dynamic form, derrière, à côté d'un champ, on va pouvoir rendre disponible un bouton pour appeler ce prompt et venir renseigner ce champ automatiquement. Le flex, qui est le prompt générique qu'on peut utiliser à peu près partout. On peut mettre les inputs que l'on veut dans la limite de 5 et l'appeler soit en flow, soit en agent, soit en Apex. Le dernier, le global standard, il est tout nouveau, il vient de sortir. Il n'y a pas de documentation encore, mais aujourd'hui il se comporte comme le flex, mais à suivre dans le futur. Voilà, les seules informations que j'ai trouvées, ça serait une variante standardisée multilinguistique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et je vous ai mis le lien de la doc où vous verrez toute la liste, où ils y sont tous, moins le global standard qui n'y est pas encore. Maintenant, on va passer au modèle. Alors le modèle, il est très important dans la qualité de la réponse, ou en tout cas dans la qualité de la réponse qui va être faite par le prompt. Ça va, au bout d'un moment, quand on commence à maîtriser l'écriture de prompt, le modèle va avoir plus d'impact que les dernières modifications ou ajustements qu'on va pouvoir faire dans le prompt. C'est pour ça que c'est important de le choisir. Et pour nous aider, Salesforce, en tout cas l'équipe de recherche de Salesforce sur l'IA, a créé un benchmark qui va noter les modèles LLM en fonction de la précision, du coût environnemental, de la sécurité, de la confiance et de la vitesse. Vitesse, ça devient très important quand on est sur un agent conversationnel et donc il faut qu'il réponde rapidement. Si on est sur de la synchrone, c'est moins utile. En revanche, ce qui est très utile, pardon, je me suis trompé de slide. Hop, je vous le montre à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant aussi dans ce benchmark, c'est qu'il a été fait sur des use cases CRM. Donc ça veut dire que c'est vraiment par rapport à ces use cases-là qu'ils ont été notés. Donc en haut, on a Summarization, Generation et Agent. Et si on choisit Génération, on peut aller sélectionner les use cases. Hop. Et voilà. Et donc il change. Et à l'intérieur, on peut choisir son use case le plus précis. Par exemple, si c'est sur l'email generation, hop, on décoche tout. Apply. Et on aura les résultats. Donc après, il y a d'autres benchmarks. Donc ensuite, il y a un breakdown sur les benchmarks, mais en vrai, le premier, le plus intéressant, après, c'est vraiment pour rentrer dans le détail, plus par curiosité que quelque chose sur lequel qui sera vraiment pertinent pour des cas d'usage de prompt. Hop. Les méthodes de grounding. Alors les méthodes de grounding, il y en a 4. Donc je le répète ici, le grounding, c'est pour aller fournir dynamiquement de la donnée au prompt et avoir une réponse personnalisée par rapport à un compte précis, un contact précis ou un case précis. Donc il y en a 4 différentes. On a vu qu'on peut choisir des inputs
au départ. Et en fait, quand on choisit ces inputs, et ben, les informations de ces inputs, par exemple de l'objet ou du DMO Data 360, vont pouvoir être disponibles et on pourra les mettre directement en merge field. Euh, euh, la deuxième solution, c'est les data graph. Alors, data graph, c'est une fonctionnalité de Data 360, ex-Data Cloud, qui permet de créer une grappe d'objets, de DMO, qui vont être exposés au prompt en une fois dans un JSON blob. Donc l'avantage, c'est que si on a beaucoup d'informations à fournir, beaucoup d'informations qui sont liées entre elles, et ben on peut le faire en une fois via ce JSON blob. La latence est très faible parce que comme on expose de la donnée qui est déjà faite, et ben il n'y a pas d'exécution pendant le prompt. En revanche, il faut avoir Data 360 qui est configuré avant, sinon il faut faire toute la configuration pour arriver là. Et aussi, il n'y a pas de metadata qui est transmise. Alors, sur les autres, c'est pas forcément évident non plus, mais sur les data graphs, c'est d'autant plus important parce qu'on envoie beaucoup de données. Donc, si on veut donner des définitions précises et qu'on a des noms techniques qui sont pas forcément clairs et limpides, et ben dans le prompt, il faudra rajouter les définitions de ces champs-là. En tout cas, pour les inputs, je pense que ça utilise les descriptions des champs. Pour les autres, Datagraph et FlowApex, non. Donc, il faut remettre les définitions. Et le troisième défaut que j'ai supprimé parce que ça vient de changer, c'est qu'avant, on ne pouvait pas mettre de filtre, sur des conditions sur les enregistrements qu'on remonte dans le datagraph. Donc, si on avait des comptes et qu'on voulait des cases de type résiliation, en fait, on était obligé de remonter toute la DMO de case complète. Et c'était le prompt qui devait se débrouiller dans ces informations-là. Maintenant, on peut faire des filtres à l'intérieur et remonter qu'un certain type de case, donc que certains enregistrements de case. FlowApex, là c'est la customisation complète, pas grand chose à dire, on fait ce qu'on veut dedans, on peut remonter le nombre de données qu'on veut et faire les filtres que l'on veut dedans. La configuration peut être simple ou complexe en fonction de notre cas d'usage. En revanche, ce flow, ce code Apex, il est exécuté pendant l'exécution du prompt. Donc encore une fois, attention à la latence. Si c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps et le prompt va prendre du temps à répondre. Et le dernier méthode de grounding, c'est le retriever, donc le RAG. Il y a pas mal de documentation ou là-dessus. Le but, c'est de faire une recherche sémantique dans un texte. Donc le texte peut être stocké dans un document ou dans un champ structuré. Un champ de description, ça marche. Mais comme c'est une recherche sémantique, c'est vraiment sur un texte qui est un peu long. Et on va pouvoir aller rechercher, enfin poser une question et le RAG va nous remonter la réponse à cette question. Il y a la recherche web qui est disponible de Salesforce, donc on peut aller aussi rechercher des informations directement sur un site internet. Ça, c'est bien. En revanche, il faut configurer l'index et la configuration de l'index va avoir pas mal d'impact sur la qualité des résultats. Donc il faut se plonger un peu sur quelles sont les bonnes pratiques d'index. J'en parle pas dans cette présentation, mais ça pourrait être une présentation, une prochaine présentation. Et les filtres sont assez limités. Il n'y a pas de filtre dynamique sur ces choses-là. On peut faire que des filtres statiques sur les dates. Et c'est qu'une question par instance de retriever dans le prompt. Donc ça veut dire que si on a 3 questions à poser dans le cadre de notre prompt, il faudrait mettre 3 retrievers différents avec les 3 questions, même si les questions peuvent être dynamiques. Et si on en a besoin que 2 dans l'occurrence d'après, lui il posera quand même les 3 questions et la troisième réponse qui servait à rien, elle sera noyée un peu dans les informations du prompt, ce qui peut poser des problèmes. Rapidement, je vous montre comment ça marche. Donc, on va créer un nouveau prompt template. Donc, on va le prendre de type flex, comme ça on aura tout. On va faire une démo. Hop. Et en input, on va prendre l'objet account. Pourquoi je prends l'objet account? C'est que le data graph, pour qu'il soit accessible dans le prompt, il faut bien prendre l'objet, donc pas le DMO, mais
enfin le DMO associé, donc l'objet qui est associé à la DMO. Si on met le DMO, on n'a pas accès au datagraph, il faut bien prendre l'objet. Par contre, voilà, si c'est le DMO principal de notre datagraph et le DMO à compte, il faut prendre l'objet à compte. C'est assez évident, mais je le précise. Et on se retrouve sur notre prompt sur lequel on va avoir les ressources. Donc je vais mettre une petite phrase. Make a summary of this of the cases of this account. Voilà. Et donc, première ressource qu'on va aller chercher, c'est les inputs. Donc, on a bien mis notre compte et dessus, bah voilà, on va pouvoir récupérer les champs qui sont dessus. On peut mettre un record snapshot. Le record snapshot, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre certains champs du compte qu'on ne choisit pas et certains objets liés du compte. Donc avec cet input, on peut aller aussi récupérer des objets liés, les objets standards, et notamment case et opportunity. Donc là, on est sur les cases dans cet exemple, donc je vais aller récupérer ce case. Donc c'est l'autre manière de faire, c'est à l'aide des inputs, récupérer la related list. Deuxième ressource qu'on a vue, deuxième méthode, pardon, c'est ici. Donc comme je l'ai dit, c'est dans Account. On va aller chercher le datagraph qui va se situer tout en bas. Donc on a une entrée qui s'appelle datagraph et on va aller choisir notre account case. Donc ça, c'est le datagraph où j'ai mappé une DMO de compte principale et une DMO enfant qui est les cases. Ensuite, les flows. Alors, j'ai pas fait d'Apex, mais c'est la même chose. Vous avez ici la ligne Apex, il n'y en a pas de disponible. Mais avec un flow, j'ai créé un flow qui remonte la liste des cases depuis la compte et il les met ici. Et le dernier, c'est le RAG. Donc, le RAG, il est caché sous Search. Et j'ai fait un retriever. Alors, c'est le retriever par défaut, même si c'est pas une bonne pratique d'utiliser ce retriever défaut. Il vaut mieux le faire soi-même. Mais pour l'exemple, je l'ai mis là. Et donc là, on a le retriever dans lequel il faut poser une question. Et donc, on va poser question. What are the reasons of the account? On va aller récupérer son nom. Donc, voilà. Donc, on pourrait faire une question dynamique en récupérant des ressources en entrée. Et je finis là. Cases. Et je finis ma question. Et donc on peut sélectionner les champs. Là c'est le par défaut. Donc on va aller récupérer le chunk et le source record ID. Le record ID. Allez, celui-là. Comme ça on aura un peu moins. On peut limiter le nombre de résultats aussi. On va en prendre que 3. Ça limitera. Et donc là on a nos 4 méthodes de grounding. On va le sauvegarder et on va le lancer. Preview, on va choisir un compte. Raoul. On va mettre la langue en français. Et c'est parti. Voilà, donc il nous a fait le résumé des cases, des cas. La traduction, il veut toujours traduire case par cas. Et voilà les informations qu'il allait récupérer en fonction des différentes méthodes de grounding. Donc d'abord, il y a le fameux record snapshot où il allait récupérer quelques informations, celles qu'il a choisies, plus quelques informations d'objets liés, donc les cases qu'il allait récupérer. Hop. Ensuite, nous avons
l'objet lié que l'on a mis après coup. Donc si je mets le prompt à côté, on avait le related account case, donc on va le retrouver ici. Donc là, il y a l'objet lié. Donc il les remonte tous. Pas de filtre possible. Ensuite, on a le datagraph. Donc là, on voit le format du JSON. Donc pareil, dans le datagraph, j'avais pris la DMO du compte, j'avais mis quelques informations que j'ai sélectionnées moi-même et la liste des cases que j'ai remontées. Donc on les retrouve ici et pareil, je pouvais sélectionner les champs à afficher, à mettre dans ce JSON. Ensuite, il y a le flow qui a tourné et qui remonte une liste de cases. Donc là, c'est vraiment du texte qui remonte directement. Donc derrière, bon, le format que j'ai fait dans le flow est très très simple, mais on pourrait faire mieux. Et à la fin, il y a le retriever où on pose une question et lui, il est allé nous remonter le chunk qui correspondait avec le record ID du champ comme on lui a demandé. Et des scores de recherche vectorielle pour savoir si la réponse est pertinente ou pas. Et voilà, et on lui a demandé 3 résultats, il nous en a sorti 3. Donc voilà pour les méthodes de grounding. Ensuite, les techniques de prompt. Donc je vais passer assez vite sur cette partie. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de formations et autres. Moi, je voulais quand même passer dessus pour vous donner quelques techniques qu'on voit souvent et qui peuvent être utiles. Mais j'y passerai pas énormément de temps non plus. La première méthode qui est la plus simple, c'est la zero shot prompt. C'est simple, c'est faire une demande directe, très simple, d'une action. Donc là, c'est écris-moi un email commercial sans vraiment d'informations et c'est le LLM qui va raisonner et qui va nous donner la meilleure réponse qu'il pense être. Mais comme on ne lui donne pas beaucoup d'indications, c'est très libre à lui sur le format. Le few shot prompts, là, on va lui donner déjà quelques indications. On va le guider un peu dans la format de sortie ou la réponse qu'on attend de lui en lui donnant des exemples sur des cas qu'on a fait nous-mêmes. Donc dans l'exemple que je mets là, on a 2 exemples de réponses à des cases où c'est découpé en 3 paragraphes. Et en lui fournant ces 2 exemples, on va lui dire, voilà, le prochain ticket, réponds-y en utilisant les exemples que je t'ai donnés sur le format et sur la manière dont j'ai expliqué le problème. Troisième technique de prompt, le chain of thought. Donc ça, c'est utile en cas d'analyse pour guider le LLM sur la méthode à utiliser. Donc là, je prends un exemple, c'est pour scorer un lead. Donc je vais lui demander d'abord de récupérer s'il y a des leads similaires. Parce que ça pourra être utile pour faire une comparaison de score et s'assurer que son scoring sur le lead que je lui demande en deuxième étape est cohérent avec le résultat qu'il y a eu sur des leads précédents. Donc deuxième étape, score le lead. Troisième étape, compare ton évaluation par rapport au lead précédent et au résultat. Et donc à la fin, en dernière étape, donne-moi un score de 100 par rapport à toutes ces informations. Donc ça lui permet vraiment de le guider sur la meilleure approche pour faire son analyse. Le role-based prompting, qu'on voit très souvent aussi, act as an experience account executive, ou sinon tu es un spécialiste en marketing outbound. Le but là, c'est de se dire les LLM, ils ont une connaissance très large. Ils ont été créés à partir d'énormément de données et donc ils ont des données sur énormément de postes ou de rôles ou de contextes différents. Donc le but de faire ce role-based prompting, c'est lui prioriser les connaissances qu'il doit activer. Des fois, un sujet, on ne va pas y répondre de la même manière si on est d'un point de vue marketing ou sales. Et là, on lui dit explicitement, ce sujet-là, tu te mets à la place d'un sales et donc tu actives tes connaissances en tant que sales. Et j'ai mis les trois autres techniques qui sont moins utiles dans le cadre d'un prompt builder. Le conversational prompting, c'est si on veut créer une conversation avec l'utilisateur. Donc dans le cadre des agents, ça va être beaucoup plus intéressant de se dire, par exemple, on veut faire une mise en place d'un nouveau logiciel pas à pas.
et ben, on va le faire en plusieurs étapes. Donc il faut que notre assistant soit en mesure de guider la personne étape par étape au lieu de lui faire une réponse ou un bloc et s'arrêter là. La sixième technique, c'est le counterfactual prompting. Là, c'est une autre méthode d'analyse, mais c'est une analyse post-mortem. De se dire, on avait une opportunité, on l'a perdue, et on va demander au LLM, avec l'historique, en lui donnant toutes les données sur cette opportunité, de comprendre pourquoi on l'a perdue et qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois. Donc c'est vraiment une analyse post-mortem pour tirer des axes d'amélioration pour la suite. Et le dernier, creative prompting, ça c'est vraiment pour créer du contenu. Et la grosse règle dessus, c'est de lui demander plusieurs versions d'un résultat. On veut trouver le nom de notre futur produit, on va lui demander plusieurs versions de ce nom-là. Comme ça force le LLM à réfléchir, à pas nous donner la première réponse qui lui passe par la tête, mais plusieurs versions, en tout cas approches pour définir le meilleur nom pour ce produit. Donc on a plusieurs versions et après on peut aller piocher dedans en fonction du style et le ton que l'on veut, par exemple. Voilà sur les techniques de prompt. Quelques informations sur les instructions. La première, qui est dans la surcouche de Prompt Builder, ce n'est pas lié au LLM, mais c'est fourni dans la doc. Salesforce nous dit de entourer nos instructions entre un triple quote. Donc je pense, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est dans la surcouche de Prompt Builder pour faciliter l'utilisation qu'il a rajouté cette règle-là dans les instructions système des LLM qu'il appelle. Donc ça permet de bien comprendre où sont les instructions versus le contexte et donc il faut bien penser à les mettre dans son prompt. Ensuite, voilà, il y a différents types d'instructions, c'est pas nouveau, on les a déjà utilisées dans la vie de tous les jours, entre les instructions absolues, conditionnelles, séquentielles et logiques. Peut-être le petit point, c'est faire attention sur les instructions absolues parce que si on en met trop, elles peuvent bloquer le LLM et derrière les réponses sont moins bonnes. Et un LLM a plus de difficultés à comprendre les instructions négatives. Donc entre l'écrire ne pas et fais toujours ça, mieux vaut le tourner de manière positive. Et donc là, on a un peu le besoin de trouver un équilibre entre mettre beaucoup d'instructions qui peuvent limiter le raisonnement du LLM, donc il va être contraint à suivre ce qu'on lui a donné, et donc forcément il sera moins créatif ou il ne trouvera pas des patterns qu'il potentiellement aurait trouvé tout seul, versus peu d'instructions. Et là, on laisse plus de place à l'interprétation du LLM et forcément, d'une occurrence d'utilisation d'un prompt à la suivante, on peut avoir des résultats qui sont différents. Donc j'ai mis deux exemples d'approche. La première, c'est vraiment, on donne un contexte, on donne des définitions avec des seuils d'alerte, etc. Et on lui dit de trouver les 3 points forts, les 3 points faibles. Il va s'appuyer sur ce raisonnement pour les sortir, mais on ne les priorise pas. Donc potentiellement, des points forts qu'il va mettre sur l'un, peut-être que dans l'ordre de priorité, il n'utilisera pas les mêmes sur le cas d'après. Donc, mais bon, sur des analyses comme ça, on lui demande plusieurs axes, c'est intéressant. Dans l'autre sens, on peut utiliser des instructions conditionnelles justement pour avoir plus de répétabilité entre les occurrences d'utilisation. Je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est si c'est vraiment en dessous, alors ajoute-le en point d'action en fin de synthèse. Donc comme ça, on lui force de... Ça, c'est un point très important qu'il faut absolument mettre. C'est un point critique. Versus aussi sur du scoring, lui donner les poids en fonction des métriques. Comme ça, qu'on va comparer des scores d'un cas à un autre, le score aura été construit de la même manière. Donc la comparaison a plus de sens que si on lui a dit de scorer un lead ou une satisfaction, mais on ne sait pas du tout quel poids il a mis sur quel indicateur. Potentiellement, là, la comparaison entre deux scores n'a plus trop d'intérêt.
Dernier point sur le prompt que je voulais mettre en avant, c'est accorder de l'importance au format de sortie. C'est le format de sortie, la réponse, c'est vraiment ce que va voir l'utilisateur. Donc la manière dont on le présente va être très important sur l'expérience de l'utilisateur et on a beaucoup de choses que l'on peut choisir et que l'on peut donner comme instruction au LLM. Le ton, le style, des phrases courtes, des emojis, un ton professionnel, juridique, casual, utiliser des mots de liaison, pas de mots de liaison, que ça soit clair et visuel. Le format. Le format, on a vu qu'il y en a 3 qui sont disponibles par défaut dans un champ structuré, HTML, texte et JSON. Mais à l'intérieur de ces champs-là, il faut bien lui dire qu'est-ce qu'il attend réellement. Le JSON, on peut lui demander un format de JSON, mais il faut qu'on lui donne la structure du JSON. Donc je l'avais bien fait dans le prompt d'avant en lui disant, voilà, je veux ce JSON avec ces champs-là. Si derrière on a un code Apex qui doit aller lire ce JSON, il faut que ce JSON soit tout le temps exactement le même. Sinon notre code va planter. Donc il faut bien donner le format du JSON qu'on attend. La même chose pour un texte. Ça peut être du texte en bullet points, ça peut être du texte avec des phrases longues, ça peut être du Markdown. On peut se dire, voilà, c'est pas du HTML qu'on veut, mais c'est du Markdown. Et ben on peut lui demander de suivre une syntaxe Markdown dans le texte. Voilà sur la partie format. La structure de ce qu'on écrit, c'est à peu près quand on écrit nous en tant qu'humain. On veut des paragraphes, on veut des parties différentes. Et ben on peut lui fournir cette structure-là. L'avantage, c'est que sur des choses, sur des résumés de case par exemple, et ben si la structure est toujours la même, ça aidera l'utilisateur à s'y retrouver et d'aller plus vite dans la manière de lire les synthèses qui seront faites par le LM. Si à chaque fois c'est un format différent, l'utilisateur devra comprendre le format utilisé et après lire le contenu. Alors que là, il peut aller très rapidement au point qui l'intéresse parce qu'il sait à quels endroits elles seront situées. Euh, Ensuite, la taille. Forcément, quand on rédige un texte, on peut lui dire si c'est un texte qui doit être court, long, avec combien d'éléments. Donc ça, encore une fois, dans l'expérience utilisateur, très important. Et la dernière chose que l'on peut faire, c'est fournir des exemples. Donc on l'a vu dans le few-shot, on fournit un exemple de ce qu'on attend et le LLM va l'utiliser pour le répéter sur un nouveau cas. Voilà, et donc dernière partie que je veux aborder, c'est l'optimisation. La règle en soi, c'est less is more. Alors j'ai pas mis d'études, mais c'est des études plutôt génériques sur LLM, c'est pas lié à Salesforce. Mais dans la documentation, on retrouve assez vite que la tranche optimale pour un prompt, pour qu'il soit de bonne qualité et qu'il soit efficace, c'est entre 1500 à 3000 tokens. C'est pas une vérité absolue, mais ça peut être intéressant quand on voit qu'on est sur son prompt depuis longtemps et qu'il devient de plus en plus long et que les réponses sont de moins en moins bonnes. Ça peut venir de là et essayer de rester dans cette tranche-là. On s'assure de ne pas apporter du bruit à cause de la taille du prompt. Deuxième élément aussi, le nombre d'informations que l'on donne au prompt augmente les chances d'hallucination. C'est très important de limiter le grounding uniquement aux informations qui sont utiles au LLM. Le LLM, on va lui fournir des choses et quand on lui fournit des choses, il va avoir tendance à vouloir absolument les utiliser. Si on met une liste de courses avec des ingrédients, et ben lui, quand on lui demande un plat, il va vouloir utiliser tous les ingrédients qu'on lui a mis. Même si au milieu on a mis un stylo 4 couleurs, il va avoir tendance à vouloir faire un plat avec le stylo 4 couleurs. Donc quand c'est pas utile, on met pas l'information. Donc c'est pour ça que les filtres sur les datagraphes, c'est vachement intéressant. Dans les flows, filtrer les informations sur et ce qu'on veut, c'est ultra important. Comme ça limite le bruit auquel le LLM va faire face dans son raisonnement. Dernier point qui est important dans la taille, c'est le coût. Le coût dans Prompt Builder est dépendant de la taille à la fois du prompt, des données de grounding et de la réponse. Donc il faut faire la somme des trois et identifier le nombre de tokens de la somme des trois. Et ça, par tranche de 2000 tokens, et ça coûte
une unité. Donc si notre prompt, nos données et notre réponse, c'est autour de 5500 tokens, et ben ça va nous coûter 3 unités de crédit. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de 4000 et en dessous de 6000. Et à ça s'ajoute un multiplicateur. Le multiplicateur, je vous ai mis le tableau ici, ça dépend d'un type d'usage qui s'appelle Basic, Standard et Advanced. Et en fait, c'est assez simple à comprendre, ça dépend du modèle LLM. Donc encore une fois, le choix du modèle est très important. Donc, je vais vous le montrer ici. C'est la doc Salesforce pour s'y retrouver. Et donc, on a les modèles et on sait le type d'usage que c'est. Donc, la bonne pratique, c'est prendre des modèles qui sont plutôt basiques, plutôt petits. Et si vraiment on a une mauvaise réponse ou alors qu'on fait un test sur un prompt standard, on a vraiment un vrai écart de qualité entre les deux, alors c'est pertinent de passer sur celui du dessus. Je prends des exemples sur les modèles OpenAI. Le GPT-4 est en standard prompt. Le GPT-4.1 mini est en basique. Donc là, il est sur Azure. Il faudrait retrouver la liste. Hop. Voilà, donc on a bien le 4.1 qui est en standard et le 4.1 en mini. Donc on prend le basic prompt, on regarde si ça marche bien. Si ça marche bien, on s'arrête là. Si ça marche pas très bien, on peut essayer le niveau du dessus. Il n'y a pas encore de modèles qui sont en advanced. Donc il y a déjà le prix, mais il n'y a pas encore d'exemple de modèle en advanced prompt. Et comment on sait le nombre de tokens que l'on utilise? Et ben pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser des outils qui sont sur Internet. Donc je vous en ai mis 3. Il y a le OpenAI Tokenizer, qui est l'outil officiel de OpenAI. Donc si on veut savoir le nombre de tokens quand on utilise un modèle d'OpenAI, c'est la valeur sûre. J'en ai mis deux autres où le guide est disponible. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et le premier, il a beaucoup de modèles disponibles et les résultats sont fiables. Donc voilà, là c'est le tokenizer de OpenAI. Il nous donne en fonction de notre prompt le nombre de tokens utilisés. Le deuxième, c'est le token counter. Il y a énormément de modèles disponibles et les résultats sont fiables. Je fais plusieurs tests et justement, j'ai comparé sur les modèles OpenAI. Ils donnent les mêmes résultats. Le seul souci, c'est qu'ils ne donnent pas les modèles Gemini de Google. Et le troisième que j'ai mis, alors le résultat est beaucoup moins fiable. Là, il met 663 tokens alors qu'on était autour des 800-900 côté OpenAI. En revanche, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il nous donne des indications sur comment optimiser notre prompt. Donc si on n'a pas on débute dans l'optimisation de prompt, on a un outil qui peut nous donner quelques indications pour essayer de réduire la taille et gagner du temps. Donc voilà, il les met ici, des suggestions d'optimisation, comment enlever des mots, enlever des phrases redondantes ou sur les descriptions des métriques, faire des descriptions de métriques plus petites. Voilà ce que je voulais vous dire sur Prompt Builder. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, des remarques, n'hésitez pas à venir me contacter sur LinkedIn ou sur notre page Think2. Et tous les liens de la présentation et des documentations et des sites que je fournis, ils sont en description de la vidéo. Merci beaucoup.